Beaucoup d'entre vous m'ont demandé et m'ont suggéré d'enregistrer un reportage sur les brigades internationales. Ces personnes qui viennent ici pour se battre afin de protéger la population civile du Donbass, qui sont-elles? Comment arrivent-elles sur ce territoire? Aujourd'hui, je vous présente un cas vraiment spécial. Ce sont deux hispanophones, deux Colombiens pour être exact, deux personnes très différentes et pourtant très similaires à la fois. Les raisons qui les poussent sont différentes. L'un a des raisons idéologiques, l'autre des raisons purement humanitaires. Et ici, ils se sont retrouvés pour la mémoire d'Alexis Castillo et, surtout, avant tout, pour la défense de la population civile du Donbass. Oh. C'est-à-dire, nous voyons que les États-Unis, ont effectivement fini en Ukraine. Et, pour leurs intérêts, comme ils le font toujours dans tous les pays où ils interviennent. Le monde libre est avec vous, l'Amérique est avec vous, je suis avec vous. La goutte qui a calmé le vase, ce furent déjà les événements du 2 mai, pas de celle-là. Ils ont tué tout le monde dans la maison des syndicats. Un mouvement ultranationaliste. L'un d'eux, tout comme Travis Hector, c'est la raison. De venir. Tous ces enfants sont décédés rien que dans ce quartier. Et un quartier et un village un peu plus haut, où était accueilli un autre quartier plus haut, et c'était une garderie. Une garderie? Tu veux dire qu'ils visaient exprès une garderie, où ignoraient où ils tiraient? Ils tiraient. Sur le taureau, sur le tunnel. Pour eux, ça leur était égal qu'il y ait des syndics ou pas, tout ça pour eux, ce n'était pas très important. Les dégâts, c'est comme si c'était une pièce d'artillerie de gros calibre. Ça, ce n'est pas fait par une pièce de 82 mm. De gros calibre, tu es sûr? C'est-à-dire, c'est un crime de guerre, s'il y a des blessés, des mineurs et tout ça. Et c'est un quartier résidentiel où il n'y a rien, donc ça devrait être considéré comme un crime de guerre. Tu veux dire qu'ils visaient à l'école? Bien sûr. Bien sûr. Mais quel serait le but de faire ça? Je ne sais pas, c'est comme faire de l'horreur. Ce que ça fait, c'est qu'on sème la terreur parmi la population civile pour que la population civile se retourne contre le gouvernement ou contre les autorités. Cela fait longtemps qu'on nous fait ça ici et ça a été fait dans d'autres pays. Bien sûr, ce qui nous terrorise le plus, c'est que quelque chose arrive à nos proches. Qu'est-ce que ça te dit? Quoi de neuf? On va enregistrer une vidéo? Bien, je suis déjà en train d'enregistrer. D'accord. Je ne m'attendais pas à cette surprise, mais voici les internationalistes colombiens qui sont venus ici. Pour quelle raison? Nous ne sommes pas venus ici pour combattre le fascisme et honorer Alexis Castillo. Auparavant, cela nous était impossible pour des raisons économiques. Nous sommes ici pour défendre le peuple de Donbass, lutter contre le fascisme et montrer que ce que l'Occident nous présente est totalement faux. Nous allons poursuivre l'héritage de notre camarade Alexis Castillo et terminer ce qu'il a commencé. Il y a beaucoup de Colombiens qui peut-être à nous interpeller, mais s'ils savaient la vérité, ils seraient avec nous. Merci. Et si les habitants de ce parc remercient les bénévoles de Colombie? Et ils ne voient pas? Et alors? Sont-ils reconnaissants? Incroyable. Dans la rue, les gens ne se préoccupent pas de tes origines, juste du fait que tu les défendes. Et s'ils étaient vraiment, comme on le dit en Occident, effrayés, pensez-vous que les gens passeraient et viendraient nous prendre dans leurs bras, comme ça? Parce que oui, rien du tout. La victoire. Et la plus importante. Prenez soin de vous, les gars. Ici ne passeront pas, non. Ils ne passeront pas. Gabriel le fasciste ne passera pas, non. Ils disent aussi, ils ne passeront pas. Ils leur souhaitent la victoire.
Merci Madrona, merci aussi les filles et les enfants. Merci papa. Mon Dieu que c'était beau, merci. Il y avait des héros comme ça, tu sais, pour que personne ne leur fasse de mal. Nous ne laisserons personne leur faire de mal. Au revoir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je veux que vous les écoutiez. Voici le témoignage de ceux qui viennent malgré la propagande. C'est-à-dire des tentatives... La première question est de vous présenter pour le public et de dire d'où vous venez, un peu sur vous. Brièvement. Nous sommes colombiens. Je suis Mou, lui c'est Raphaël. Nous sommes ici pour soutenir le peuple du Donbass. Nous croyons en la liberté de ce peuple. Nous croyons en tout ce qu'il mérite. Il mérite d'être libre. Nous ne croyons pas aux mensonges vendus en Occident. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes tous les deux Colombiens et nous sommes ici uniquement pour défendre ce peuple. Nous sommes très heureux de contribuer, même si ce n'est qu'une petite pierre à l'édifice. De participer à ce grand combat. Un excellent exemple pour nos futurs camarades, qu'ils aient envie de venir ici. Merci. Pourquoi viens-tu ici? Eh bien, tout d'abord, depuis un certain temps, quand il y a eu le coup d'État du Maïdan, nous savions clairement qui était le véritable méchant. Nous n'allons pas parler des personnes, mais des idéologies fascistes qui tourmentent le monde depuis très longtemps. Et donc, ce territoire a beaucoup souffert à cause de cela. Notre héros et ami Alexis Castillo a été un grand exemple pour moi, même sans l'avoir connu personnellement. J'ai fait l'impossible pour arriver ici. Ensuite, j'ai lancé un projet pour attirer tous les latino-américains ou toute personne souhaitant soutenir cette cause. C'est comme ça que j'ai rencontré Raphaël, il est ici aujourd'hui. Cela pourrait s'étendre au-delà de la politique, même au-delà des intérêts de la géopolitique, des grandes puissances. Pour moi, cela dépasse la justice sociale. Et en ayant ce point de vue, de voir tant de mensonges que l'Occident fait subir aux gens, les informations, les assassinats contre les personnes qui vivaient dans le Donetsk, par exemple, qui, simplement parce qu'elles parlaient russe, étaient frappées ou assassinées, pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable. Donc, je devais apporter plus, comme je le fais maintenant. Ma modeste contribution, comme mentionné, pour poursuivre le combat de notre camarade tombé pour des convictions proches des nôtres. Ici aussi, il y aura des images d'action et d'entraînement, car contrairement à ce que racontent généralement les médias occidentaux, ces personnes qu'ils amènent ici depuis la Fédération de Russie et qu'ils envoient dans une sorte de hachoir à viande, en réalité, ils les forment. Ils le font en ce moment même. Ces garçons sont pris en charge comme tous les autres. Ils sont importants pour la Fédération de Russie. Donc, avant d'aller au front, ils reçoivent toujours la formation appropriée. Santé. J'ai presque oublié ce détail curieux. Ici, les ordres sont reçus et donnés en russe, même lors de leurs entraînements. C'est-à-dire que le fameux « davai » est très courant à entendre parmi ces garçons qui ne semblent pas du tout russes, mais qui sont russes dans l'âme. Mon histoire date de mon adolescence. À mon adolescence, à l'école, j'ai appris sur la Russie, sur l'Union soviétique, sur la force prolétarienne, et comment devrions-nous changer le monde. Et comment les choses devraient-elles fonctionner pour que les personnes, disons, d'en bas, aient de meilleures opportunités d'emploi, d'études, de qualité de vie.
Et la Russie a été sans précédent pour cela. Alors, depuis cette époque, depuis mon adolescence, je suis tombé amoureux de tout le travail, de la puissance industrielle, des études, de tout ce que la Russie a apporté au monde. Et cela m'a aussi paru terrible de voir comment ils ont été minimisés en Occident, en disant qu'ils sont des troglodytes, qu'ils sont des ignorants. Et donc, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Pourquoi la Fédération de Russie et pourquoi la cause du Donbass pour toi? Tu vois, ça vient de quelque chose d'un peu plus personnel. Et ça remonte à mon enfance. J'ai toujours eu cette... l'option de ne pas croire tout ce qu'on me dit. Depuis l'enfance, mes amis m'ont toujours appris et je me suis constamment remise en question. Remettre en question ce que tu vois ou entends. Et vraiment, quand? En 2014, j'avais 15 ans et j'étais au collège. Et j'étais un grand fan de l'Union soviétique pour ce qu'elle avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elle a complètement détruit la Wehrmacht à Stalingrad. Ça m'est resté en tête et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et un camarade, justement, m'a expliqué un peu plus sur le sujet. Petit à petit, j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas comme les médias le disaient. Enfant, je devais finir mes études et ne pouvais pas contribuer ainsi. Je ne pouvais pas aider de manière directe ou indirecte parce que j'étais un enfant, j'avais besoin de finir mes études et j'avais beaucoup de choses à faire. Avec toute mon expérience militaire, tant celle acquise en Colombie que ce que j'ai appris ces 4 dernières années après être parti, et que cette opportunité se présente à nouveau. Pour moi, c'était comme dire, maintenant, tu dois y aller. Pourquoi? Parce que quand j'étais aux Pays-Bas, tous les jours, depuis que la guerre a commencé, ce qui s'est passé à Bakhmut, toutes ces choses-là, je me disais, tu dois apporter ton expérience, tu dois donner de ton temps, aller plus loin, chercher comment vraiment aider. Pas pour l'argent, parce que l'argent, ça va, on peut en trouver partout. Mais faire quelque chose parce que ton cœur te le dit vraiment. Parce que tu sais que si tu fais quelque chose avec le cœur, toi, là, tu auras des gens qui vont te soutenir, des gens qui voudront toujours être avec toi. Pourquoi? Tu as agi sans intérêt. Pourquoi donnes-tu? Pourquoi existe-t-il un don? Tout simplement parce que je veux défendre ces gens. Tout simplement, hier, quand je me suis rendu compte qu'une dame nous a pris dans ses bras, pour moi, cela signifiait vraiment que nous faisions les choses correctement. Nous sommes ici dans le camp d'entraînement militaire, avec 2 Colombiens qui s'entraînent en ce moment pour, au final, se retrouver sur le front, comme ils l'ont déjà fait une fois pendant 8 longues années. Alexis Castillo, c'est pour sa mémoire que tous les 2 se retrouvent ici, pour la mémoire d'Alexis et pour défendre les civils du Donbass. Quand il y a eu le coup d'État du Maïdan, j'ai vu un petit reportage sur Alexis Castillo. À ce moment-là, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je ne comprenais pas très bien. Plus tard, en grandissant et quand l'opération militaire spéciale a commencé, j'avais déjà de l'expérience militaire et je savais que je devais venir ici. Je savais que je devais soutenir ces gens. Je savais que quelque chose en moi me poussait et me disait chaque jour que je devais trouver un moyen. Pendant 1 an, j'ai essayé de venir ici pour rencontrer Alexis en personne, me battre à ses côtés. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Mais sa mémoire ne mourra pas tant qu'il y aura d'autres personnes qui, comme moi, souhaitent poursuivre son héritage. Je ne l'ai connu que peu de temps quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Comme je vous l'ai dit, j'étais un enfant et je ne l'ai rencontré qu'il y a peu de temps. J'ai lu son histoire et vu que même le président a évoqué sa mort ensuite. Et en fait, nous avons des choses en commun. Pourquoi? Parce qu'il était de Zarzal, je suis de Bouga, du même département. Attention, c'est juste à côté, pratiquement. Eh bien, si j'étais là-bas, je dirais ça. Et alors, quand une personne accomplit autant avec le même cœur, avec la même combativité qu'avant, avec celui qui s'est le plus investi, ça motive aussi les autres. Pourquoi? C'est dans le sang du Colombien. Bien accueilli, il sait remercier.
Dans ta brigade, quel rôle joues-tu? Comment te traitent-ils? Bon, tu l'as déjà un peu dit, mais en général, comment se passe ta vie ici au quotidien? Eh bien, clairement, comme je l'ai déjà dit, je suis ambulancier de combat, j'ai de l'expérience comme infirmier, je suis paramédical en soi, secouriste. J'occupe ce rôle quand je vais au front, ce qui est très occasionnel, justement à cause de la barrière de la langue. Mon quotidien est principalement basé sur des tâches logistiques à l'intérieur de la base. Mais actuellement, je travaille sur un projet pour soutenir de manière non officielle les personnes qui souhaitent venir aider dans cette cause. Créer une brigade latino-américaine, en fait, la brigade Alexis Castillo. C'est ton rêve? C'est mon rêve. Kesley. Dis-moi comment s'est passé ton voyage. Enfin, est-ce que quelqu'un t'a recruté depuis la Fédération de Russie? Ce n'était pas vraiment volontaire. En fait, en Colombie, eh bien, j'ai essayé par moi-même, j'ai fait un premier voyage. Ça, c'est-à-dire pour des raisons extérieures, donc je n'ai pas pu concrétiser le voyage. Moi, j'ai dû retourner en Colombie. J'ai eu des problèmes économiques et familiaux. Je suis ensuite allé au Venezuela chercher du soutien à l'ambassade de Russie à Caracas. Ils m'ont donné des informations, ils m'ont simplement dit « Bon, vous pouvez essayer de voyager » ou quelque chose comme ça, mais ils ne m'ont rien dit de plus. « Ah oui, parfait, nous allons t'aider pour le voyage. » Non, ils m'ont simplement dit « Bon, si tu veux être volontaire, tu dois arriver par toi-même. » Donc aucune façon officielle? Non. Il n'y avait pas de moyen officiel, alors j'ai estimé avoir perdu la chance de venir aider. Puis, par hasard, quelqu'un m'a aidé financièrement, j'ai pu faire le voyage. Je suis arrivé en Russie en tant que touriste et au moment où je suis arrivé en Russie, eh bien, ça a été un vrai chemin de rose. J'ai réalisé que les gens n'étaient pas comme on nous le disait et m'ont très bien traité. Je n'avais pas d'argent quand je suis arrivé ici et on m'a acheté de la nourriture. On m'a nourri, on m'a donné des vêtements, on m'a donné des billets de train pour arriver jusqu'à Donetsk. Ils ont envoyé quelqu'un pour m'accueillir au poste de contrôle d'Uspenska. Et puis, eh bien, je me suis beaucoup inquiété parce que je venais avec l'idée que les Russes étaient un autre genre de personnes. Longtemps, je me suis dit, ce n'est pas normal, on me traite trop bien, ils vont sûrement agir contre moi. Chair à canon ou quelque chose comme ça. Et c'était tout le contraire. Cela fait 4 mois que je suis ici et en raison de mes difficultés à communiquer, je me suis concentré sur l'apprentissage de la langue. En même temps, j'ai été infirmier de combat et on a bien pris soin de moi. Je crois qu'on me protège trop. Comment es-tu arrivé ici? Eh bien? Pour moi, ça a été très compliqué. En fait, je me trouvais aux Pays-Bas en train de travailler. Voilà, j'en parlais à mes amis depuis plusieurs mois déjà. Ma famille, ils savaient que je voulais aller en Russie et ils me disaient « Non, pourquoi veux-tu aller là-bas ?» Au fond, je pensais « Non, oui, tu as raison, mais cette idée restait comme si je devais y aller. » Jusqu'à ce que par hasard, je rencontre mon camarade M.O. Je l'ai rencontré là-bas via les réseaux sociaux, on discutait, on a vu qu'on partageait certaines choses en commun. Grâce à lui, pratiquement, j'ai fini par lui demander comment pourrais-je servir la cause. Heureusement, il m'a répondu chaleureusement. Bien sûr, en prenant les précautions nécessaires. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé avec les médias d'information, je vais prendre le risque. De toute façon, c'est ma volonté de vouloir venir ici. Et il m'a demandé les documents. Et en moins de 2 semaines, j'étais déjà ici. Quoi? Qu'est-ce qui motive quelqu'un à tout quitter absolument et venir ici défendre la population d'un pays qui n'est même pas censé être le tien? Écoute, Léo, il y a une chose, c'est le fascisme. Si on laisse le fascisme se répandre dans le monde entier, alors il n'y aura plus d'opportunités pour personne. Je m'inquiète pour mes compatriotes partis soutenir l'Ukraine et revenus la queue entre les jambes. On les a traités différemment parce qu'ils sont sud-américains et ont une couleur de peau différente.
Même Raphaël et moi avons vu une vidéo où quelqu'un qui était homosexuel a été découvert dans les troupes ukrainiennes et a été battu. Ils sont là, plus masochistes, et ce n'est pas un cas isolé. Je reviendrai soutenir l'Ukraine et son peuple. Regardez, ce n'est pas une lutte contre le peuple, il faut éradiquer le fascisme. Si le fascisme se propage, si ça continue comme ça, alors qu'adviendra-t-il des minorités? Alors qu'adviendra-t-il des personnes? Des personnes avec une couleur de peau différente. Ensuite, quelqu'un va simplement se croire supérieur. Ça va devenir un culte, parce que l'idéologie fasciste est un culte voué à un chef. Et c'est comme ça que c'est mort avec Hitler. Ou bien le fascisme n'est-il pas mort avec Hitler? Le fascisme continue aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ne le savaient pas. Beaucoup de personnes l'ignorent. D'autres me traiteront de terroriste, parce que c'est ce qu'ils disent de nous, ceux qui viennent soutenir la Russie. Mais les personnes qui viennent de l'étranger pour commettre des atrocités au nom de la défense du peuple ukrainien, alors qu'en réalité, il s'agit simplement des intérêts des États-Unis. Bien sûr, que penseraient les États-Unis si la Russie plaçait des missiles à la frontière du Mexique? Évidemment, ils interviendraient, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce mauvais pour... D'accord? Moi... Je suis venu avec l'idée de défendre les gens. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu ce sentiment. Mon engagement dans l'armée en Colombie n'était pas lié au président, ni à la lutte contre la guérilla. Je voulais défendre les habitants des hameaux. Malheureusement, des groupes criminels qui ont pris de tels noms ou des groupes organisés font du mal à la population. La même chose se passe ici, c'est pareil. Dans cette guerre, il y a du bon et du mauvais. Il n'y a ni bon ni méchant. On y perd? Oui, on y perd. Pourquoi n'ont-ils pas dit cela pour les autres guerres? Quand, par exemple, les États-Unis ont voulu envahir autant de fois qu'ils l'ont voulu, ou qu'ils ont simplement fait ce qu'ils voulaient et personne n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il s'agit de personnes à la peau blanche qu'ils veulent vraiment dire « Oh, lancer des cris d'alarme en affirmant que ce ne doit pas être l'Ukraine ». Prenons un exemple récent. En Afrique, les gens en ont eu assez et ont lancé des cris d'alarme, comme c'est le cas ici. Et qu'a fait la Russie? Aider son propre peuple? Parce que si vous regardez les derniers votes, qu'ont-ils fait? Ils ont choisi des Russes comme maires. Et quel est le problème? Est-ce que je me trompe là-dessus? Voilà. Mais s'ils les ont choisis, pour moi, je ne vois pas ça comme une invasion ou comme s'ils s'étaient réprimés. Maintenant, quand les gens voient mal que nous venons d'ailleurs, je te jure, ce n'est pas pour mentir, ils nous traitent de bien, ils nous posent des questions, ils nous sourient. Bon, j'ai visité 3 pays en Europe, mais je ne me suis jamais senti comme ici. Parce que, pour donner un exemple pas très lointain, en Colombie, les gens voient des Allemands, des Britanniques, des Espagnols, ils vont en Colombie et les gens les traitent à merveille, tout ce dont ils ont besoin. Et ceci et cela. Mais que se passe-t-il? Malheureusement, un Colombien à l'étranger est souvent mal vu ou ignoré. Mais ici, je me suis vraiment senti comme un étranger, je me suis senti bien, je me suis senti cool et j'apprécie ça. Et tu sais comment je rends ça? De même, en offrant mon savoir, mon énergie et mon temps à cette cause. Et ces personnes qui t'ont aidé en Fédération de Russie, comment les as-tu rencontrées? Eh bien, j'ai fait des recherches sur Internet, à travers les réseaux sociaux. J'ai commencé à parler avec des personnes qui faisaient partie de la Fédération de Russie, des personnes qui vivaient ici. Et je leur ai exprimé mon besoin, mon désir de venir aider. La plupart m'ont dit, si tu viens ici, tu auras un ami de plus. La grande majorité m'a dit ça, jusqu'à ce que je tombe enfin sur quelqu'un qui m'a dit, d'accord, je ne fais partie d'aucune brigade, je ne fais pas partie des forces armées russes, mais j'ai des contacts. Je peux t'aider à arriver et je te mettrai en contact avec eux pour qu'une brigade internationale t'accueille. Dans ce cas, Pianashka, toi? Au quotidien, comment est ton expérience dans une brigade internationale? Comment vivez-vous tous ensemble? Comment gérez-vous le fait d'être si différents? Regardez, peut-être différents par nationalité ou langue. Mais nous ne pensons, agissons et ressentons pas si différemment en tant que frères. Et c'est ce que j'apprécie dans une brigade. J'ai eu de l'expérience dans l'armée, avec des camarades parlant ma langue, mais la camaraderie était moindre qu'ici. Je me sens vraiment bien. Je me lève avec Boba, on s'entraîne, on se motive, non? Dobra outra etagdila bacano. J'apprends la langue, car si tu es ici, c'est pour ça. Je l'admets. On a appris d'autres langues, comme l'anglais, qui ne vous gênent pas depuis l'enfance. Pourquoi pas le russe? Si je vis ici plus tard, ils en auront besoin. Au sein de la brigade, comme c'est censé être une brigade internationale, combien êtes-vous de nationalités différentes?
Donc, de quelle nationalité connais-tu des gens? Et comment se passe le quotidien? Dans quel sens? Comment supportez-vous le fait d'être si différents? Comment vivez-vous ensemble? Le fait d'utiliser le mot « tolérer » me semble étrange. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire, parce que c'est inné. Regarde, dans la base où je suis, il y a un Italien, il y a un Japonais, il y a des personnes d'Ossétie. D'ailleurs, j'ai découvert l'Ossétie quand j'ai mis les pieds sur le territoire russe. Il y a des personnes d'Abkhazie. Et donc, dans ce cas, il y a Raphaël et moi. Et voilà. La tolérance, ce n'est pas traiter quelqu'un différemment parce qu'il est étranger. Non. Curieusement, en arrivant, j'avais ce doute et je lui ai, dans mes soupçons, dans mon intrigue, je leur disais, bon, vous ne trouvez pas ça très étrange qu'un Colombien, la Colombie, qui est un pays qui fait partie du réseau de soutien des États-Unis, soit ici? Il me disait, non, c'est normal. Tu as une idéologie de soutien à ces personnes. Tu es venu ici et tu fais déjà partie de nous. Nous n'avons pas à te juger différemment. Et alors? La tolérance, c'est le quotidien, c'est la norme. Tous les jours, le matin, avant les rassemblements, c'est une pluie de câlins, de poignées de main, de bonjour et de sourires. Nous partageons. Eh bien, nous recevons les instructions pour organiser notre quotidien. Chacun, je ne sais pas, certains vont s'entraîner, d'autres feront du travail logistique, d'autres encore ont simplement l'occasion de se reposer. Nous relayons et nous entendons très bien, presque comme une famille. Vous êtes une famille? Nous sommes une famille et... Alors, dans la brigade, on vous forme, c'est-à-dire on vous prépare, on ne vous envoie pas directement sur le terrain. Ne regardez pas. En arrivant, je suis resté 5 jours à m'entraîner calmement. On nous a bien formés avant de m'emmener au polygone sans jamais avoir porté de fusil. Et vraiment, l'apprentissage a été très rapide. C'était simple. Ils vont droit au but. Il n'y a pas tant de, il n'y a pas tant de choses. Il n'y a pas autant de livres pour quelque chose qu'on peut vraiment apprendre en pratiquant. Ces 2 semaines passées uniquement avec des gens de Russie, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, ils appréciaient le Colombien et l'étranger. Pourquoi avons-nous un avantage? Désolé de le dire devant les caméras. Qu'est-ce qui ne va pas te venir de l'extérieur? Se battre, c'est une guerre que beaucoup disent ne pas être la tienne. Mais quand des innocents sont touchés, c'est la guerre de tous. Le problème, c'est que si ça ne les touche pas, les gens ne s'y intéressent pas. Et ta famille? Eh bien, ma famille. Je m'arrête en arrière une fois. Un autre mérite qu'on me donne et que je veux simplement apporter pour que le monde soit un endroit meilleur pour tous. Mais ont-ils toujours été semblables à toi dans leur façon de penser et de voir les choses? Auparavant, ils avaient une pensée plus fermée. Mais mon père a fini par dire, « Bon, assieds-toi et explique-moi pourquoi tu penses ainsi et ce qui te motive. » Et quand je lui ai parlé, je lui ai expliqué. Je lui ai donné, disons, des informations qui lui étaient inconnues. Regarder toujours le même journal télévisé occidental et entendre les mêmes bêtises empêche de voir l'autre côté de la médaille. En voyant le disque, il a dit « Beaucoup de choses s'expliquent maintenant, alors qu'avant non, mais c'est incroyable que cela ne soit pas montré. » Et d'une certaine manière, il comprend ma position. Ils t'ont aidé à venir? Bien sûr. Et ta famille t'a soutenu? Ma famille, comme toute famille aimant sincèrement son enfant, soutiendra sa décision. Est-ce si difficile? Oui, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont vécu longtemps en Espagne, ils ont pratiquement grandi là-bas comme moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Occident? Les nouvelles d'Occident? Ah, ceci et cela, non, ceci et cela. Qui se disent mais que les États-Unis sont les meilleurs, c'est dire à Saker, on sait déjà que les États-Unis sont les meilleurs, mais pour faire des films. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il se passe la même chose quand on commence à leur expliquer petit à petit, tout doucement, non maman ou non papa ou non frère, sœur, peu importe. On leur explique progressivement les éléments nécessaires à leur compréhension. On leur explique. Qu'ils écoutent ou non, je ne sais pas, mais au moins on a rempli son devoir de leur dire la motivation qu'on a pour faire les choses. Et ils l'ont compris, et ils l'ont compris. Oh. En tenant compte du fait que tu as ce rêve de former une brigade ou un bataillon au nom d'Alexis Castillo, pourrais-tu me dire quels sont les critères selon lesquels, parmi les personnes qui te contactent, tu choisis celles que tu pourrais aider et celles que tu ne pourrais pas?
Quels sont les critères et les limitations? La contrainte, c'est qu'ils doivent comprendre que nous ne sommes pas des mercenaires. Beaucoup de personnes elles m'ont déjà contacté via les réseaux sociaux ou via Raphaël. Les personnes qui demandent d'abord le salaire sont automatiquement écartées. Nous savons que ce sont des personnes qui, bon, écoutez, nous comprenons que personne ne travaille sans rémunération. C'est compréhensible. Nous avons tous des familles et des dépenses. Mais si tu viens juste pour un salaire, il existe bien d'autres options. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes simplement des volontaires qui veulent aider. C'est comprendre qu'il faut créer un monde multipolaire, un monde où il n'y a pas qu'une seule version. C'est quelque chose d'inné. Ça, c'est autre chose d'être une idéologie fasciste, c'est-à-dire quelqu'un qui montre qu'il est supérieur ou qui dit, d'accord, je ne sais pas, l'idéologie de la race. Et toutes ces stupidités sont automatiquement écartées. Il faut parfois comprendre qu'il n'y a ni bon ni méchant, seulement des causes justes qui valent la peine d'être défendues. Et si tu devais dire quelque chose aux gens qui te regardent? Ça va être bref, parce qu'en réalité, ici, peu importe mes mots, vous apprendrez par vous-même ou votre expérience. On a beau répéter que 10 c'est 10, vous direz toujours que c'est 11. Beaucoup de gens vont dire que nous sommes des mercenaires, comme l'a aussi mentionné mon camarade Movo. En réalité, je ne suis pas là pour l'argent, parce que l'argent, comme je vous l'ai dit, je le gagnais en Hollande, je le gagnais en Espagne et je le gagnais bien. Je le fais surtout avec le cœur, car j'en ai vraiment envie. Qu'on nous dise non, que ce mois-ci il n'y a pas eu de paiement, que non, qu'il n'y a pas eu de paiement. Je me sens bien quand une dame me fait un câlin ou simplement quand les enfants nous offrent des dessins. Je me sens d'ici et cela me donne plus de force pour me battre, frère. L'argent n'est qu'un papier, mais vos actions désintéressées résonneront toute votre vie. Sinon, demandez à notre défunt Castillo. Si tu devais dire quelque chose aux personnes qui vont te voir? Dis, c'est complexe. Il est très compliqué que du jour au lendemain, ils changent leur façon de penser. Mais je leur dirais au moins de toujours chercher l'autre face de la médaille. Ne vous contentez pas de la première information. Qu'on leur vende, parce qu'en général, ce sont les médias de masse qui ont le monopole, l'information. Ils vont te vendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin que tu saches. Et que s'ils ont l'opportunité d'aider d'une manière ou d'une autre dans des causes justes, qu'ils le fassent, qu'ils n'en doutent pas une seconde. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi pour l'opportunité que les gens puissent nous écouter. Merci. Merci. C'est un plaisir d'être ici et de servir.